Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition Illimitée. Édition illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et je dis on parce qu'on est entre potes. Je suis avec Gaëlle et Inès. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Inès, s'il te plaît? Oui, moi je suis éditrice dans une maison d'édition jeunesse. Et toi, Gaëlle? Et moi, c'est Gaëlle, je suis libraire à la FNAC. Et moi, c'est Karen, je suis développeuse et j'étais étudiante en édition. Aujourd'hui, on va vous parler d'un vrai problème. On va vous parler des couvertures de livres et surtout de pourquoi certaines sont si moches. Et pour répondre à cette question, on va être obligé de repartir aux origines de ce truc, c'est-à-dire comment on réalise une couverture. Inès, tu peux nous expliquer tout ça ? Alors, qu'est-ce qu'on attend de la couve ? La couve, c'est ce qui va donner envie au lecteur de lire le livre ou de l'acheter ou de, enfin voilà, en tout cas, ou de l'offrir ou plein de c'est le premier choses. truc qu'on va voir, donc clairement, c'est hyper clairement, important aux yeux en tout cas, du lecteur. Ouais, surtout ce qu'on appelle la première de couve. C'est surtout ce dont on va parler ce soir, je pense. Mais il y a aussi la quatrième de couverture, c'est là où il y a souvent le résumé du livre. On trouve, voilà, pour avoir une idée des termes techniques. Parfois, il y a des rabats originaux. Mais voilà, en tout cas, la couverture est vraiment quelque chose d'important parce que c'est quelque chose à la fois de commercial, à la fois du coup d'esthétique. Après, c'est très subjectif. On a un sujet très très subjectif ce soir. Mais on va quand polémique. Même. Du coup, on trouve quand même des éléments incontournables sur la couverture. Notamment le titre, évidemment, le nom de l'auteur, de l'illustrateur quand il y en a un, et le logo de la maison d'édition. Voilà, en gros, ce qu'est la couverture, il faut composer avec tout ça, et donc souvent, soit une illustration, soit des couvertures sans rien. En littérature, on a très souvent des couvertures typographiques, ce qu'on appelle typographique. La classique blanche de Gallimard où il y a juste un filet, un petit filet rouge, voilà. Mais souvent le nom-titre, auteur, et c'est tout quoi. C'est la même chose pour Grasset, sauf que la couverture est jaune avec une typo verte. POL qui est blanche avec une couverture typo classique où voilà, on est sur des choses qu'on peut voir classiques. en poche avec et où on ne peut pas parler de couverture moche puisque neutre. Voilà. Ouais, très neutre, oui, c'est ça. Pas Peut-être qu'on en parlera, mais pas tout de suite, en tout cas. Donc, pour l'instant, on a nos infos de base sur la couverture. Juste, on peut rajouter que la couverture, il y a souvent une identification au premier coup d'œil. Donc, le polar, c'est souvent en noir. Ouais, selon les genres, du coup, on a plusieurs codes assez identifiés. Souvent du violet. Du gris. Gris, pas très heureux. On est déjà dans le jugement. Pardon, je m'arrête là. Je mais il y a des codes. Et je dirais juste, la couverture est une promesse. C'est des trucs classiques du graphisme où on a forcément des codes couleurs qui renvoient à une ambiance. Et c'est vrai que oui, tout ce qui est un peu fantaisie, imaginaire, on va avoir beaucoup de trucs violets avec des petits effets verts et des trucs assez sombres. En polar, globalement, c'est un peu pareil, genre le truc classique du polar de chez Folio, c'est le noir et jaune. En noir et blanc, avec une typo jaune. Avec des ombres et des trucs assez mystérieux. De la couleur pour le développement personnel. Ouais, beaucoup de vert et de violet, des trucs un peu apaisants et tout ça. Donc clairement, il y a une attente. On est censé pouvoir identifier plusieurs choses au premier coup d'œil. Après, c'est selon les connaissances et l'expérience du lecteur, parce que c'est clair que quelqu'un qui est hyper averti, il n'aura sûrement pas le même coup d'œil que quelqu'un qui débarque pour la première fois en librairie. Non, mais ça permet au libraire de ranger ses livres assez facilement selon ce qu'il voit, sans regarder à l'intérieur du livre ce qu'il y a. En fait, très souvent, il range selon les couvertures, il identifie le genre et il le met dans un rayon. Enfin, c'est comme ça que tu fonctionnes. Donc ça permet d'identifier le genre. Et il y a aussi le but, c'est d'attirer l'œil, évidemment, parce que c'est ce qui va vendre au public. Bah ouais. C'est ce qui va faire que tu vas décider de mettre ce joli livre en vitrine ou sur une table ou le mettre en avant par rapport aux autres, quoi. Et là, on voit l'importance aussi auprès du lecteur. C'est l'exemple en librairie, c'est quand il vient nous parler d'un livre, il a oublié le titre, il a oublié l'auteur, mais il va se souvenir de la couverture puisqu'elle est rouge. Bien sûr. D'ailleurs, il y a un libraire, je crois, anglais qui a fait une super table avec que des bouquins et le titre de la table, c'était « La couverture est rouge ». Comme ça, le lecteur avait plus qu'à choisir. Moi, la semaine dernière, je me suis fait engueuler par une cliente puisqu'elle a commencé par me dire « Je me souviens pas du titre, je me souviens pas de l'auteur, mais la couverture… » Bon, évidemment, j'ai explosé de rire à ce moment-là. Elle l'a pas très bien pris. Elle a commencé à me dire « Oui, si je vous parle de la couverture, c'est qu'elle a une importance. » Donc, ça me prouve effectivement que ça a une importance, la couverture. Oui, c'est bien. Elle est notre côté, absolument pas de la couverture. Non, mais c'est surtout que le client se trompe souvent. Moi, j'ai été libraire aussi. Souvent, on finissait par trouver… Enfin, pas tout le temps, mais quand on finissait par trouver, ça n'avait rien à voir avec la description qu'avait faite le client. C'est vrai.
Donc, si vous voulez rendre un service à nos amis libraires, essayez de noter des infos un peu plus précises sur les bouquins. Ça peut vachement... En plus, ça vous aidera vous aussi à retrouver le bouquin. Donc. Mais c'est vrai, c'est des petites anecdotes qui prouvent l'importance de la couverture, en tout cas. Clairement, ça va dans le sens de notre argumentaire. Et donc, qu'est-ce qu'une couverture moche ? Bah oui, parce que du coup, la question paraît hyper subjective, parce que qui sommes-nous pour juger qu'une couverture est moche ? Il y a quand même plusieurs critères et plusieurs raisons qui nous font dire qu'une couverture est moche. Une des raisons pour lesquelles la couverture va être ratée, c'est qu'il y a eu un mauvais ciblage. Ouais. C'est que du coup, tu t'attends à te retrouver avec un roman peut-être hyper dark et qu'en fait, c'est un truc pour enfants un peu... Moi, j'exagère un petit peu la comparaison, mais clairement, il y a un problème de genre. Ou alors quelque chose qui fait très enfantin et qui est carrément un truc pour ados. Et là, c'est pire parce que du coup, c'est des enfants très jeunes qui se retrouvent avec des livres qui ne sont pas du tout adaptés à leur âge. Et est-ce que vous avez des exemples du coup de mauvaises promesses dans le genre ? Alors, j'ai le cas en bande dessinée où un de mes collègues avait rangé justement la BD au rayon BD jeunesse. C'était Macadam Valley et en fait, c'est la BD très très trash, c'est-à-dire que c'est des parodies de Picsou, de Schtroumpf. Ne mettez pas ça entre les mains de vos enfants. Voilà. Et je suis passée derrière, je lui ai dit je pense que tu t'es trompée. Alors, ça tout de suite. Parce qu'un libraire n'a pas toujours le temps d'ouvrir le livre avant de les ranger. Il y a tellement de choses qui sortent. Et oui, donc on juge par la couverture, nous aussi. Donc, pas que les lecteurs, les libraires aussi, voilà. Ça arrive. Vous êtes des humains avant tout. Dans le même registre, du coup, des codes repris plusieurs fois dans le même genre, on va aussi des fois se retrouver avec un problème de manque d'originalité. Genre, tu vas te retrouver avec une table avec des bouquins qui se ressemblent tous. Ah, ça arrive très souvent. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Alors, les romans policiers, il faut savoir que dès que ça parle d'une femme qui a disparu ou son enfant a disparu, ça va être donc une femme de dos en rouge. Alors, c'est trop... que parfois, c'est même le même dessin qui a été pris dans la même base de données. Ah oui, j'ai déjà eu le cas. Ouais. Donc exactement, la même femme de dos en rouge. C'est l'illustration de la fille du train, c'est pas un truc dans le genre aussi? Non, il y avait une histoire de train qui avait été reprise sur plusieurs couvertures comme ça, mais c'était en effet, ça me dit quelque chose. Alors quand c'est un enfant, par contre, il sera en jaune. Il y a des codes comme ça, oui. Là, mais ça fait des couvertures très variées sur les tables. Du coup, il n'y a aucune couverture qui ressort sur la table. Non. Dans ce cas-là, c'est ça le problème. Et exactement. Du coup, toi, quand t'es lecteur, moins de connaître le nom, du coup, le titre va jouer peut-être dans ton choix, mais visuellement, tu vas venir vers la table parce que tu sais que c'est ton truc, mais ça va être chaud de choisir là-dedans parce que... ça, c'est sûr. Bon, après, c'est un petit cas à part dans le polar. Mais c'est vrai qu'il y a des genres qu'on a en tête souvent. Quand on pense couverture moche, je sais, Karen, il y en a un que tu détestes. Le développement personnel. Ouais, moi c'est un genre que... Alors bon, déjà, je suis pas hyper cliente, mais c'est pas vraiment le problème. Mais c'est surtout que c'est lié à la thématique où le but c'est d'être assez apaisé et d'être ouvert aux autres et au monde extérieur et tout ça. Et du coup, il y a beaucoup quand même de verdure et de trucs verts, pastel, assez calme. Le pastel, un peu de violet aussi, mais globalement, on est sur un fond blanc avec de la verdure et souvent la tête de l'auteur parce que c'est quelqu'un qui aurait été hyper mis en avant médiatiquement. Alors que surtout depuis le succès de Ta deuxième vie commence quand tu n'auras plus qu'une, blablabla. C'est vrai que maintenant, le pastel, les ballons, les petites fleurs. Quelques petites touches de rose pâle. Ah oui. Ouais, faut vraiment que ce soit mignon, apaisant et tout. Moi, celle qui m'a marquée, c'est celle de Laurent Gounel. Je peux absolument pas juger le bouquin parce que je l'ai pas lu, mais genre vraiment, j'ai l'image des petites lierres encore et du feuillage dessus qui m'horripile un peu parce que je vois pas... Enfin, pour moi, je comprends pas ce que ça t'apporte personnellement de voir du feuillage, quoi. Il y a des gens à qui ça doit plaire. Clairement, ouais. Du coup, en plus, c'est un bouquin qui s'est vendu très très bien, donc on peut pas parler de mauvaises promesses, mais pour moi, c'est juste encore une fois un manque d'originalité. Moi, je veux bien parler en manque d'originalité des livres de Sentimental. Ah, le Sentimental. Par exemple, la collection J'ai lu pour elle, donc la collection J'ai lu de poche en Sentimental, où c'est des dessins, mais comme Harlequin, en fait, finalement, on est sur un genre Harlequin, c'est vraiment la figure de proue du genre. C'est ça. Les deux sont un peu, mais oui, Harlequin, complètement en lait. Et en fait, c'est des dessins comme dans les années 50, je pense. Puis là, si on doit avoir une couleur marquante, clairement, on est sur un fond rose un peu flotté. Avec un petit dégradé et un dessin d'un mec dessiné avec des... Mais ils sont tellement beaux. Sans poils. Tout à fait. Alors, ils sont tous blancs, blonds ou bruns, mais avec un peu de brillantine. Et les femmes sont blondes, avec une grande chevelure. Mais tout ça en dessin. Et c'est ça qui est limite le pire, je pense. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir pour Harlequin, pour le coup, c'est que
sur leur couverture, plus d'une centaine de couvertures, c'est toujours le même modèle. Alors, il s'appelle Fabio Lanzoni, pour être précis. Et en fait, après avoir été modèle, il a essayé d'être acteur. Évidemment, on le trouve dans quel rôle ? Des romances, bien sûr. Clairement, oui, il aurait pu jouer dans 50 nuances de Grey s'il avait été un peu plus... Il a posé sur une centaine de couvertures, Harlequin ? Oui. Ah, ok. C'est quand même très classe. C'est énorme. Belle reconversion. Le mec, il a un CV hyper béton quand même, quoi. Mais ça, c'est la version ringarde de la romance, mais la version moderne de la romance, on peut parler de Milady. Là, alors, c'est un peu plus Milady, c'est quoi comme donc, c'est les formats poche des éditions Brajlon. Brajlon, c'est pas mal, du coup, aussi fantasy, pour le coup, tout ça. Oui. Alors, ils font beaucoup de fantasy. Et il y a aussi toute une collection donc romance chez Milady, où là, ça va être selon la thématique. On va avoir un homme torse nu qui n'a pas de tête parce que c'est que le torse qui est intéressant. Et pour une fois que c'est pas parce que sur les affiches de cinéma il y a beaucoup de meufs dont on voit pas la tête pour montrer que c'est un truc un peu sexuel et tout et ça serait comme objet. Là du coup c'est l'inverse avec les mecs. Donc ce qu'il y a c'est qu'on va mettre quand même un accessoire pour comprendre de quoi on parle. Donc si c'est une romance autour des pompiers il y aura quand même le casque. Si c'est une romance autour des motards l'équivalent de Barbie, il y aura du coup un tatouage. On fait le même coup sur il y a une série qui s'appelle Les Idoles du Stade. On va le retrouver avec un ballon de foot, un ballon de rugby. Voilà, donc on peut identifier quand même, il y a quand même ce torse nu. C'est Martine en fait. Un accessoire. Tout à fait, c'est un peu Martine, effectivement. Tout ce qu'on aime. Oui, c'est des très belles couvertures, ça aussi. Donc bon, ouais. Alors par contre, du coup, tout à l'heure, Inès, tu parlais des harlequins et tout. Pour moi, il y a aussi un problème, même si du coup, là, il y a de la romance qui est un peu plus jeune, un peu plus moderne. Le problème avec Harlequin aussi, c'est que c'est les mêmes couvertures depuis 50-60 ans, quoi. Ça n'a pas du tout évolué, alors que sur un bouquin, la couverture, c'est le truc sur lequel tu peux agir pour remettre le bouquin au goût du jour. Tu vas pas pouvoir réécrire le texte et tout ça. C'est vrai, ouais. Au moyen de nouvelle édition, tu refais souvent la couverture et tu republies le même texte. Les bouquins de Boris Vian, ils ont eu 2-3 éditions même en poche où elles sont toutes belles. Du coup, c'est pas un très bon exemple, mais au moins il est remis au goût du jour et c'est un peu moi, plus moderne. J'ai tapé couverture moche dans Google et je suis tombée sur l'écume des jours de Boris Vian quand même. Moi, ça font partie de mes préférés avec les petites illustrations, avec les petits Playmobil, l'espèce de petites figurines, et genre je les trouve trop belles, quoi. Du coup, genre clairement. On rappelle que c'est subjectif tout ça. C'est que notre jugement, même si on a certains critères un peu plus objectifs. Ouais, mais après, par exemple, en sentimental, c'est assez rigolo parce qu'en effet, ça n'a pas changé. Harlequin, j'ai lu, etc. Et en même temps, il y a une nouvelle mode avec 50 nuances de Grey qui est partie sur une couverture qui n'a quand même rien à voir. Alors que pour moi, on est un peu dans le même genre. Ouais. Mais alors là, du coup, le truc, ce sera peut-être qu'il y a un peu plus d'argent qui a été mis là-dedans, quoi, parce qu'il y a grosse OPCOM autour. Il y a du renouvellement. Elle n'est pas plus belle, hein, mais il y a du renouvellement. Mais du coup, c'est un bouquin... Un bouquin dans une large mouvance qui pour le coup se démarque un peu. Donc à l'inverse, on peut parler du coup d'une bonne couve parce que ça a trouvé sa cible grâce à ça, quoi. Et du coup, pour revenir sur l'argument de l'argent, c'est que je pense qu'il y a aussi certains secteurs ou certains genres ou même juste certains bouquins dans une maison d'édition où on décide de pas trop mettre d'argent dans la couverture, quoi. Gaëlle, tu nous as montré une super couverture d'une espèce de bouquin complotiste où non, pas du tout. Non, c'est très documenté. On peut dire le titre parce que parce que moi je pars du principe que plus le titre est moche, plus la couverture sera moche, effectivement. Alors là, c'est un très bon exemple en ésotérisme, tout simplement basé sur les ovnis et le nucléaire. Ouais. Donc il faut imaginer une petite couverture faite sous paint, évidemment, parce que tout simplement une centrale nucléaire, un homme de dos, une soucoupe volante. Ouais. Voilà, ça fait une couverture. Pourtant, c'est pas un bouquin très très vieux, mais ça a l'air hyper daté. Il y a genre... Alors, du coup, on tape un peu là sur le dos du graphiste. On s'excuse auprès de lui ou elle. Mais vraiment, on n'est pas d'accord avec ses choix graphiques. Il y a genre 4-5 typos différentes qui sont toutes pas très belles. L'illustration, elle est dans un style... on dirait, je sais pas, une home de Windows ou un fond d'écran d'il y a 20 ans, quoi. Et il y a pas grand chose qui va ensemble, quoi. Et là on se dit clairement c'est ça, il y a une incohérence totale. Voilà. Il suffisait de 3-4 regards autour et puis on avait un truc pas trop mal et un peu plus bossé, quoi. Mais justement, est-ce qu'on peut parler juste de ce qui est raté au niveau de la faisabilité, dans le côté détourage, toi, Karen, pas très heureux, trop de typographie différente. C'est la typographie clairement que t'aimes pas. Oui, alors dans ce cas-là, moi c'est la typo que j'aime pas.
Dans l'ésotérisme de manière générale, tu vas détester, c'est-à-dire que tout ce qui va parler des fées, des anges, ça va être une très belle typographie, je ne sais plus comment on dit, tu sais, avec tous ces petits arrondis comme ça. Une belle typographie cursive, genre script avec des... Là, clairement, la typographie, oui. On est presque proche de l'enluminure ou de trucs comme ça. Ouais, et tout ce qui est dégradé aussi, en général. Tous les effets un peu ça, le word art, je suis pas trop pour non plus, je trouve que ça fait un peu daté. Y a des les effets un peu flammes sur certaines couvertures aussi. Le côté dégradé, de toute manière, ça ne marche pas. Alors ça se travaille. Genre, il y a une tendance dans le web design là-dessus, mais genre on n'est pas sûr de l'effet derrière les lettres, de l'ombrage et des trucs comme ça. On a dépassé tout ça par contre. Mais et donc il y a ces erreurs là de choix de typo. T'avais parlé aussi Inès des photos mal détourées. C'est un classique du photomontage un peu nul, mais le stagiaire graphiste qui a fait un détourage qui est pas très bien réussi, sauf que sur la couverture ça se voit forcément avec des superpositions qui marchent pas du tout. C'est fatal, en général, ça marche pas, quoi. Comme si c'était un peu avant la révolution numérique. En fait, aujourd'hui, on peut faire tellement de choses qu'une couverture ratée à partir de photos et tout ça, en fait, c'est plus passable, quoi. Normalement, ça devrait être évitable, quoi. C'est clair qu'après, ça coûte de l'argent de faire une couve parce qu'il faut faire travailler un graphiste, que c'est une impression qui coûte un peu plus cher et ce genre de choses, mais étant donné que c'est l'argument de vente principal du truc, t'es un peu obligé, tu peux pas l'éviter, quoi. Après, ça se fait dans le visuel aussi, le choix du visuel, tout simplement. Là, on a vraiment une petite déception. Parfois, ça arrive, le passage du grand format aux poches. On a adoré le grand format avec une couverture magnifique. Et le poche, une grosse déception. Bon, là, on a tous le même exemple. On l'a dit avec des sanglots dans la voix parce que c'est un très très beau bouquin. Vas-y, dis-le, Karen. C'est En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau qui est paru aux éditions Finitude. Donc, en plus, il y a une petite maison d'édition bordelaise très très chouette. Et donc, c'est vraiment un très très beau bouquin. C'est une image d'illustration un peu pop art, sur un fond jaune avec deux bordures rouges en haut. La couverture est vraiment très très belle sur un beau papier. Parce que Finitude fait vraiment attention sur ses couvertures, toute la fabrication. Tout est nickel, quoi. C'est vraiment une maison d'édition qui fait très attention à ça, quoi. Et derrière, un jour, Gaëlle, alors on a toutes les trois lu le bouquin et tout, et un jour Gaëlle nous dit ils ont fait le push. Alors moi j'ai vu dans le métro en grand format sur les affiches, c'est là où j'ai découvert la couverture. On s'en souvient toutes du moment où on a découvert cette couverture. Oui, on a toutes pleuré. Et pourtant c'est Folio, donc il a édité en poche, qui fait des très belles couvertures d'habitude. Et là, donc ils ont choisi l'idée de ce couple qui danse, mais version kitsch, tout simplement. Avec un dégradé et des paillettes. On revient au dégradé. La guerre d'Inès contre les dégradés. Non, mais et en plus, ça arrive assez souvent dans les passages en poche qu'il y ait une grosse perte de qualité parce qu'à la base, t'as un éditeur qui soit plus ou moins grand, qui a priori pas mal taffé sur sa couverture pour mettre son livre en avant, qui a du coup suffisamment taffé pour que son bouquin soit édité en poche, et sauf qu'en poche, on essaye de réduire les coûts pour vendre le livre le moins cher possible. Et souvent, on passe par une illustration libre de droit ou un truc dans le genre. Et donc, on se retrouve avec des images pas très, très ça, cool. C'est une déception qui arrive souvent dans la fantasy aussi. On a des couvertures très travaillées avec des très, très beaux visuels en grand format. Et le passage en poche, ça va être le minimum. C'est-à-dire juste un personnage, un héros dessus la couverture, mais rien de très travaillé. Ouais. Et pourtant, il y a aussi des belles couves parfois en poche. Je pense là au bouquin de Jasper Ford, du coup, qui a fait pas mal de bouquins sur Source the Next. Et genre là, il y a une cohérence entre chacun des tomes et enfin, il y a un truc logique, quoi. Et du coup, ça marche plutôt mal. Donc, c'est possible de faire des trucs pas trop mal en poche. Parce qu'il y a des éditeurs qu'on aime bien aussi. On peut parler quand même des éditeurs qu'on aime bien pour les couvertures. Ah bah oui, parce que là, tu parles de 10-18. Ouais. Bon, voilà. Moi, j'ai jamais eu de déception. 10-18, c'est un éditeur que j'aime beaucoup pour les poches. Ils font des très, très belles couvertures. En grand format ? En grand format, ma déception, c'était... alors, je le connaissais pas avant de l'avoir lu, mais c'est le Sauveur et Fils, le Marion de Muraille à l'École des Loisirs. Quand je l'ai vu débarquer en librairie, à ce moment-là, j'étais libraire. C'est un cochon d'Inde dans une baignoire sur un fond bleu délavé. C'est terrible parce que le bouquin est absolument génial et la série est géniale. Après, il y a un côté drôle quand les 3 autres tomes sont sortis. On retrouve ce cochon d'Inde mis en scène. Mais le premier tome... Mon Dieu, quoi. Alors là, il y a un petit côté décalage, parce qu'on peut faire la même chose avec ces animaux. Bon, l'idée qui me vient en tête, c'est quand même Gilles Le Gardinier avec ses couvertures de chats. Autant sur Marie-Aude Muraille, on a un petit côté décalage, autant là, on a un côté...
On n'en peut plus de ces chats, on va les faire clairement, bouffer. on vogue sur les lolcats, mode d'internet et tout, donc on met un petit chat avec un bonnet, un petit chat avec un bonnet péruvien en plus. On met un petit chat partout, c'est pareil, c'est comme Martine, on le fait dans toutes les situations, et puis on a des jolies couvertures. Après, on peut pas nier que les bouquins de Gilles Le Gardinier, ils ont marché, donc... ça marche. Là, ouais, on est sur... C'est qu'on aime pas, mais... en effet, ça, des fois... Commercialement, il y a un truc qui a marché. Ça fonctionne. Donc quand même, c'est pas dégueu. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des différentes raisons qui font qu'on arrive à une couverture moche, même si c'est pas toujours le terme adéquat, parce que pour les raisons qu'on a vues précédemment. La question après, c'est pourquoi c'est si grave d'avoir une couverture moche, parce qu'on pourrait se dire que le nom ou le titre, le nom de l'auteur ou le titre va compenser la mocheté de la couverture. Mais en vrai, quand un client il arrive en librairie, c'est la première chose qu'il va voir, et s'il a un visuel qui lui tape à l'œil, ça va très très bien marcher. Il y a une étude du Wall Street Journal, on commence à citer les études américaines pour faire sérieux. Un lecteur, enfin un client de librairie, il va accorder en moyenne 8 secondes d'attention à la couverture, ce qui est quand même, mine de rien, assez rapide, parce qu'il peut y avoir pas mal d'infos sur la couverture. Donc c'est quand même plutôt important que ça le marque assez rapidement. Il nous faut 1 seconde pour dire c'est moche. Clairement, ouais, la vie négative va se faire beaucoup plus rapidement que la vie positive. Et l'autre argument de vente pour faire des jolies couvertures, c'est que un client, quand il arrive dans une librairie, il vient pas toujours acheter des livres. Des fois, il vient parce que c'est sympa d'aller en librairie, ou parce que c'est sympa de voir ses potes libraires ou des trucs comme ça. Oui. Et du coup, si on peut lui attiser un peu l'œil et lui dire achète-moi, je suis un beau livre. Et justement, est-ce que les couvertures moches n'ont pas un rôle là-dedans pour faire ressortir les couvertures belles? C'est un complot? Oui, je pense à un complot. Mais je crois que derrière ça, lis les ovnis nucléaires, je crois qu'ils en parlent dedans. Merci. C'est une théorie qui valait clairement le coup. Je vais te trouver un autre livre dessus. C'est une théorie qui valait le coup d'être mentionnée. Après, on ne peut pas se prononcer. Il n'y a pas eu d'études américaines sur le sujet, donc on va se limiter là-dessus. Pour finir, est-ce que vous auriez un coup de cœur de très très jolie couve qui peut-être décider votre achat? Moi, j'en ai eu plein. Je pense que j'ai fait beaucoup d'achats par rapport à la couve. Enfin, en tout cas, mon œil est très souvent attiré par les couvertures en librairie. Ça reste... Je ne saurais pas citer des couvertures où il y a un vrai travail... de mise en scène, mais c'est très subjectif, je sais pas dire en fait. Gaëlle, t'avais quelque chose? Moi, je peux parler d'un éditeur que j'aime beaucoup pour leur couverture, c'est Zulma. Ah oui, c'est vrai. J'en étais sûre que vous allez dire pareil. Alors oui, en plus complètement, parce que du coup, le graphiste, je te reprends la parole immédiatement, le graphiste de chez Zulma, c'est David Pearson, qui a aussi bossé sur pas mal de couvertures de chez Penguin, donc qui est un grand éditeur anglais, qui a réédité beaucoup de classiques et tout, et donc il a bossé sur plusieurs collections chez Penguin. Il a déjà fait des trucs trop trop beaux que parfois des gens achètent juste parce que les couvertures sont belles. Et du coup, chez Zulma, il fait des couvertures uniquement géométriques, enfin avec des patterns qui se répètent et tout. C'est ça. Et elles sont à chaque fois trop belles, et il arrive à mettre du sens derrière des trucs qui sont juste graphiques, et elles sont tellement magnifiques. Il n'y a pas de petit chat dessus. Attention, peut-être que ça va arriver. Moi, c'est pareil, j'ai un éditeur j'ai plusieurs éditeurs que j'adore, mais il y a Monsieur Toussaint Louverture qui fait beaucoup de couves hyper travaillées avec justement des embossages, il y a de la dorure, il y a du cuir, genre chaque bouquin il est vraiment hyper travaillé comme un objet hyper unique. Et du coup, il y a eu Le Dernier Stade de la Soif qui a été publié, qui est vraiment une très très belle couve. Il y en a plein d'autres. Moi j'aime bien la couverture d'Actes Sud par exemple. C'est marrant parce que c'est des couvertures avec de l'illustration, donc du coup elles sont mais souvent je trouve qu'elles sont assez réussies avec des belles photos et avec un vrai choix qui est juste. Pas toujours. Il y a toujours un cas particulier, mais c'est quand même plus drôle de parler des couvertures moches. De toute façon, il y aura toujours des désaccords. On voulait juste vous expliquer un peu pourquoi parfois des livres étaient moches, pourquoi certains sont beaucoup plus beaux. Et l'importance de la couverture. Voilà. Maintenant qu'on a fait le tour du sujet, avant de finir l'épisode... Karen, c'est quoi ton actu? Moi, le dernier truc en rapport avec le livre, c'est que la semaine dernière, je suis passée voir Gaëlle à la FNAC. Coucou. Et parce que Gaëlle, elle a fait une très très chouette OP qu'elle a
joyeusement nommée Dans ta chatte. Alors, en fait, non. Officieusement, elle s'appelle Dans ta chatte. Peut-être que j'étais un petit peu censurée et qu'elle s'est transformée en Le charme discret de votre vagin. Ce qui est un très joli nom aussi. Voilà. Après, commercialement, ça se vend différemment, mais c'est ça. Dans mon cœur, elle s'appelle toujours Dans ta chatte et elle est toujours aussi cool. Du coup, il y a les bouquins de Jack Parker Autour des règles, de Solange te parle. Le cœur des femmes de Martin Winkler. Ah oui. Plein de belles choses. Donc, allez voir Gaëlle à la Fnac. Exactement. Et d'ailleurs, je monte une nouvelle OP. Ça va être sur l'Amérique noire. Donc, toute une sélection de livres Black America. Là, j'ai fait un peu de la bande dessinée, de la jeunesse. Il y aura du DVD, du CD. Ça va être chouette. La classe. Oui. Merci les filles. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Mais l'épisode n'est pas terminé puisque c'est vous qui en écrivez la fin. On vous laisse avec l'épilogue. Merci, salut et à la prochaine. Salut. Mon souvenir le plus marquant lié à la lecture, c'était quand je venais d'apprendre à lire, c'était Tintin au pays des soviets. Je l'ai eu pour une réédition, il me semble, et j'étais super content parce que j'avais réussi à le lire en moins de 2 jours. Ma position préférée pour lire, c'est assis dans les transports. Mon genre de livre préféré, c'est de la science-fiction ou des livres scientifiques pour le coup, mais de la science sérieuse. Quand tu ranges tes livres dans une petite boîte, parce que j'en ai pas beaucoup, donc ils rentrent tous dans une petite boîte, comment tu traites tes livres ? Bien. En général, je refuse de plier la moindre page de mes livres parce que j'ai envie qu'ils restent comme s'ils étaient neufs. Quel est le livre que tu as le plus abîmé ? Du coup, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Je sais pas, peut-être des livres quand j'étais enfant, du coup. Donc ça doit être un oui. Le dernier livre que tu as acheté, c'était, je crois que ça s'appelle Home de Thomas Pesquet. En fait, c'est juste des images prises depuis la Station Spatiale Internationale. Et je l'ai offert à mes parents pour Noël. Mon moment préféré pour lire, c'est dans les transports, sur la ligne C du RER. Si j'étais un livre, je serais un livre... Si j'étais un livre, je serais un livre de science-fiction aussi. Je m'appelle Julien, j'ai 26 ans et je suis sur un lit pour répondre à ces questions. C'était édition illimitée.